Salut les confinés! Alors pour ce premier épisode de cette nouvelle série des clés de l'histoire appelée Histoire de contagion, je vous propose de vous parler d'un joli petit film qui s'appelle Un hussard sur le toit et qui nous raconte la deuxième pandémie du choléra qui a sévi sur le midi de la France en l'an de grâce 1832. Et je vous préviens tout de suite, la description du choléra qui va en être faite est absolument pas réaliste. Évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Un peu comme la peste dans le roman d'Albert Camus. Évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Et vous allez voir les résultats. Comment cette pandémie de choléra nous est-elle présentée? Tout d'abord comme quelque chose qui vient d'ailleurs, comme un phénomène exotique. Il paraît que c'est des miasmes qui seraient venus de l'Inde par un bateau. C'est le choléra, mon vieux, le morbus asiatique. Vous voyez, c'est encore un coup des Chinois. Un complot de longue date, moi je vous le dis. Et ce n'est que le début, M. Vincent. En tout cas, le choléra de ce récit, c'est une maladie un peu plus vénère que le coronavirus. Puisque je vous dis qu'ils sont tous morts. C'est pas un ou deux morts en l'espace de 6 mois, non, c'est plutôt toute la commune en l'espace d'une semaine. Et encore, je compte plutôt large. Comment ça se fait que ça aille si vite? En l'espace de quelques heures, vous avez les jambes qui font des claquettes, vous avez super froid, le teint cadavérique, et vous crachez de la morve en mode exorciste. De bien beaux symptômes qui nous donnent l'occasion de découvrir la Provence en mode Walking Dead. The Walking Dead. Les gestes qui sauvent. Alors eux aussi, ils ont des gestes qui sauvent par rapport à cette pandémie, qui vont établir un nouveau rapport à l'autre dans cette période incertaine. C'est un médecin croisé éclampé au tout début du récit qui va transmettre ses gestes de premier secours au genou qui sert de héros dans ce récit et qui, au début, ne sait pas du tout ce qui se passe. Vous tombez de la lune ou quoi? Le plus gros débarquement de choléra qu'on ait jamais vu. Premier geste qui sauve, mes amis, se laver les mains, bien sûr. Mais attention, les mecs ils se lavent pas les mains comme des tapettes avec du bébé cadom, non, ils le font à la gnôle avec effet pyrotechnique de rigueur, s'il vous plaît. Les enfants, vous faites pas ça chez vous, En voulant bien faire, vous risquez de créer d'autres problèmes, et en cette période de confinement, c'est pas le moment d'être privé de console. Attention. Donc l'alcool, solution à tous nos problèmes, y compris pandémiques. Il y a un monsieur qui fait du vin chaud, vous en voulez? Non. Il dit que c'est le seul remède. Ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi en ce moment il n'y a plus de Grimbergen dans mon Carrefour City. Allez-y, franchement. Je viens de bouquer avec ça depuis 3 jours. L'alcool dans ce récit, c'est le remède par excellence. Avec ça, vous pouvez sans souci oindre vigoureusement le corps des moribonds les plus infectés. Faut frictionner, il y a que ça. Frictionner pour repousser la cyanose. Si vous n'avez pas d'eau de vie pour frotter vos compagnons qui semblent affectés, alors là par contre il faut éviter les contacts trop rapprochés. On ne craignez rien, écoutez-moi. Oui, ben je vous entends, là, c'est bon, pas la peine de souffler dans la figure. Mais les gens ils s'arrangent, ils sont pas à une contradiction près. Par exemple le pognon, l'argent, les pièces, tout ça, ça peut circuler entre toutes les mains. Voilà, pas de danger. Putain mais ils étaient complètement cons à l'époque. Ensuite le geste qui sauve, c'est d'isoler la maladie par une quarantaine. Il s'agit d'isoler la région infectée, tout d'abord en utilisant l'armée qui débarque pour faire régner l'ordre. L'armée fout de la fumée jaune un peu partout, je sais pas à quoi ça sert. Apparemment les gens sur place non plus. Allez savoir si le terme d'enfumage vient pas de là. On dirait des turiféraires. Vous savez les mecs dans les églises qui balancent de la fumée dans les processions, là, truc un peu bizarre. Ou ce que les Stormtroopers chinois balancent en ce moment devant les caméras. Dans tous ces exemples, il s'agit peut-être du même procédé d'enfumage. Si ça se trouve, c'est religieux tout ça. Allez pas les enfumer, imbécile. Il faut désinfecter. Mais ça ne sert à rien. C'est monsieur le curé qui l'a dit. Allez. Bon, revenons à notre quarantaine. Elle nous est décrite d'une manière plutôt inefficace. Tout d'abord parce que pour isoler les zones contaminées, on envoie les militaires. Mais les militaires sur place, au contact des contaminés, ils chopent aussi la maladie. Donc ils l'exportent. Inefficace aussi parce que les gens qui en avaient les moyens se sont déjà tirés avant que la zone soit bouclée. Sauvez-vous. Filez vers le nord. Dans ce récit, faire une quarantaine, isoler les gens, ça consiste pas à les laisser bien peinards, tranquilles, isolés dans leur baraque en attendant que ça se passe. Non, il s'agit plutôt de les concentrer tous dans le même endroit fermé, un peu comme nous faisons avec les SDF en ce moment. C'est une autre manière d'isoler la maladie. Vous savez ce que c'est qu'une quarantaine? Ça sert à faire mourir les gens plus vite. Et par conséquent, les gestes qui sauvent pour ceux qui sont coincés dans ces espaces-là, ça consiste à se tirer le plus vite possible, quitte à foutre le feu à la quarantaine en elle-même, pour qu'on soit obligé de les laisser sortir. Ils sont malins. Vite,
Venez. J'ai découvert avec le film, quarantaine à la base, ça veut dire 40 jours. Et combien de temps doit-on rester là? Bon, 3 ou 4, ça suffit. Hein, Oh, 3-4 jours. Le temps de voir que vous allez bien. Et j'ai beau m'en moquer un petit peu, dans cette histoire, cette quarantaine aussi imparfaite qu'elle soit, eh ben, elle finit par marcher. Ici, il a fallu presque une année pour que le choléra disparaisse comme il était venu. Il est monté jusqu'à Paris et l'on a craint un moment qu'il ne gagne la France entière. Avec ça, on va changer les commandes. Vous allez voir les résultats. Donc le deuxième point abordé, c'est le symptôme social, ou comment est-ce que les gens réagissent à cette pandémie dans cette histoire. Alors déjà, tout d'abord, ils font les choses bien, ils vont chercher un mauvais objet sous la figure de l'étranger, du bouc émissaire. Comme ils n'ont pas d'asiatique sous le coude, bah l'étranger c'est quoi dans cette époque-là? C'est celui qui est pas du village, dont on ne connaît pas le visage. Qu'est-ce que t'as mis dans l'eau? Fouille-le! Où il est ton poison? Regarde dans le sac, c'est là qu'il a pris. La population invente la case empoisonneur de fontaine, ils vont les chercher comme des œufs de Pâques, et quand on cherche, vous savez bien, on trouve. Les empoisonneurs de fontaine, vous êtes le 3e depuis hier. Vous savez, leur comportement, ça ressemble un petit peu à une identification à l'agresseur, c'est-à-dire que c'est plus eux qui vont se faire tuer, c'est eux qui vont tuer. Ah, c'est tout de suite plus rassurant. Ils ont le sang chaud, les gens du Midi. Ça me fait presque penser au comité d'accueil du village espagnol dans Resident Evil 4. Comme quoi, l'étranger joue encore une fois un rôle fédérateur pour recréer une union sacrée du lien social au moment précis où tous délitent. Quant à savoir qui a fait le coup, chacun y va de son petit fantasme. Qui t'es payé pour faire ça? C'est le gouvernement, hein? Pour faire crever les ouvriers? Il a pris 10 roues que c'est le choléra. C'est la faute des tanneurs, des curés, des juifs. Personnellement, je parierais plutôt pour les Chinois du FBI. Pour ceux qui ont vu notre précédente vidéo sur la phobie des clowns tueurs, vous connaissez maintenant le processus de la phobie, et là nous sommes en plein dedans. C'est un mécanisme psychique de survie qui consiste à localiser la source du problème, ou du moins à essayer. Ça les occupe. Le souci, c'est qu'avec le mécanisme de la phobie, on nage en plein imaginaire. On a recours, faute de mieux, à la projection, à l'imaginaire, et ça prend des proportions pas possibles. L'affect dominant, c'est la peur, et au bout d'un moment, ça finit par faire encore plus de dégâts. Ils se dénoncent les uns les autres. Et là, tenez, dans la même famille. Quelle misère. Cela dit, pour moi qui suis peinard dans mon transat, là, c'est difficile de reprocher à ces gens d'avoir des réactions phobiques. Surtout avec un type comme le hussard sur le toit et la meuf qu'il a trouvé en chemin. Quand tout le monde est en quarantaine, eux, ils traversent le pays en mode peinard, guide du routard, en faisant détour sur détour, en allant d'une zone complètement contaminée à des zones où les mecs sont plutôt peinards et rassurés. Qu'est-ce qu'on brûlait? Mais qui est fou dans l'histoire? Eux ou les gens qui, au contraire, en font des caisses, paniquent, prennent toutes les précautions possibles, quitte à en faire beaucoup trop? N'ayez pas peur, c'est la peur qui tue. Avec moi, regardez-moi, je vais bien, je vais parfaitement bien. Et vous, mais laissez-moi passer. Eh bien, en l'occurrence, impossible de savoir. Choisissez votre camp, faites vos jeux, nous verrons ensuite qui c'est qui avait eu raison en comptant les morts, en voyant qui c'est qui a crevé. Alors avec cette pandémie de choléra, ce qui circule aussi, c'est des histoires à dormir debout, des fake news comme tu n'en entends plus que dans les discours d'Ndiaye, du genre... À Saint-Cyril, il est tombé une averse de crapauds. Et à la motte, un chien s'est mis à réciter le catéchisme. Et puis il y en a qui ont vu des anges avec des épées, des serpents barbus, des rats qui chantaient l'Ave Maria. L'air est pas bon. On dit que dedans, il y a des petites mouches. Des mouches qu'on voit même pas. Non mais n'importe quoi la vioque. Des êtres volatiles qui circuleraient comme ça dans l'air, invisibles. Mais si ça c'est pas un pur délire. Ils me font rigoler avec leurs mouches. C'est difficile d'en vouloir à tous ces gens. Ils inventent des fariboles, ils inventent des histoires, mais c'est une manière à chaque fois de mettre du sens sur un phénomène qui est traumatique parce qu'il n'en a pas. On n'arrive pas à le représenter, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que les gens tombent malades, pourquoi, comment, d'où ça vient. Alors ils inventent des histoires, c'est une tentative de mise en sens, et déjà ça permet, sans doute, de faire baisser l'angoisse, d'arriver à localiser, au moins psychiquement. Y a-t-il un message caché que je n'aurais pas vu? Certains parlent ici d'un châtiment du ciel. Mais pour quelle faute? Psychiquement, vis-à-vis de l'angoisse, mieux vaut une représentation aussi imparfaite qu'elle soit que pas de représentation du tout. Je n'étais pas préparé à cette épreuve. J'essaie de me conduire bien. Ce n'est pas toujours facile. Et si vous voulez un exemple concret à cette idée abstraite, souvenons-nous des enfants que nous avons été. Nous avions peur du noir. Et
comme on n'y voit rien, s'il y a ne serait-ce que le sentiment d'une menace, ça peut venir de n'importe quel côté. Et ça, psychiquement, c'est très désorganisant. C'est très angoissant. Alors imaginez, dans ces cas-là, qu'il y a un clown tueur dans le placard, c'est bien. Il suffit de pas ouvrir le placard. Vous voyez, on s'y retrouve finalement. On retrouve un repère. Et c'est ce que font ces gens du 19e siècle. Ils inventent des histoires qui leur font peur, mais qui les rassurent paradoxalement, parce qu'elles leur permettent, au moins sur une scène imaginaire, de reprendre le contrôle, de s'y retrouver un peu par une mise en sens qui, jusque-là, fait défaut. Peut-être que Dieu a décidé d'en finir une fois pour toutes. Avec les hommes, en tout cas. Et voilà, ça c'est une histoire que j'aime bien. Ça, c'est une histoire qui me parle. Là, je m'y retrouve et je suis prêt à mourir en paix. Parce que vu sous cet angle, c'est le bonheur des animaux, tout ça. Moi, j'aime bien les animaux. Sauf les clébards. Ça, c'est nous qui les avons inventés, il faut absolument pas qu'ils nous survivent. Ramassons nos déchets avant de partir définitivement. Un cocotte. Fatality. Un autre aspect positif avec la pandémie de choléra du hussard sur le toit, c'est que nous sommes tous égaux face à la mort. Et ça, c'est cool. Y a pas de papier qui tienne, on ne passe pas, c'est tout. Rentrez chez vous, c'est pas la peine d'attendre. Enfin, je dis ça, mais si t'as du pognon dans l'histoire, ça aide quand même à bien finir ses jours. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que vous voudrez, Baron. Des poulets rôtis? Pourquoi pas. Et puis, il y a quand même une autre nuance, c'est que dans l'histoire, ceux qui ont réussi à sauver leur peau, c'est ceux qui ont réussi à se barrer avant les autres, et qui avaient un carrosse ou de l'argent pour en payer un. Donc, à nuancer. Les bagnards, les condamnés à mort, eux, ils vont s'occuper d'un autre type de carrosse un peu plus à risque. Encore une fois, face à cette providence de la parité homme-homme, les humains, ils savent pas jouer réglo. Autre conséquence, c'est que les idéaux politiques, ils passent vite au second plan. Au début du film, ça parle révolution italienne, émancipation nationale, et puis très vite, tout le monde s'en fout. Comme disait je sais plus qui, le virus, il a pas de passeport. Enfin, même si là, pour le coup, c'est une bactérie. J'essaye de trouver des points positifs dans cette sombre histoire depuis le début, mais il y en a bel et bien dans ce récit de Giono. Et c'est justement pour le souligner qu'il utilise cette pandémie comme un symbole. Cette proximité permanente avec la mort, elle fait que le désir, l'éros, est exacerbé. L'éros, c'est Thanatos. Plus l'un est fort, plus l'autre est fort aussi. Dans cette histoire, les gens ils savent pas s'ils vont mourir aujourd'hui ou demain. Alors les occasions qui passent, il faut pas les louper. Notre hussard sur les toits qui caracole dans tous les sens, c'est une représentation du désir exacerbé qu'aucun barrage n'arrivera à stopper. Ça, mes amis, c'est une autre maladie, la maladie d'amour. Elle court, et tant mieux pour elle. Va-t-il trouver l'amour? Et où va-t-il trouver l'amour? Hélas, mes amis, ce miracle ne se produit point pour notre héros. Et pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas fait de psychanalyse. Oui, ma bonne dame, parfaitement. Et il s'en mordra les doigts, vous dis-je. Pendant toute notre histoire, le hussard sur le toit stalk la love interest du film, comme s'il avait rien d'autre à foutre, ce qui semble être le cas d'ailleurs. Et au moment où madame lui tombe enfin dans les bras, il s'en va comme un voleur pour rejoindre une autre femme. Et cette femme, c'est... Parlez-moi d'elle. De qui? De votre mère. Pourquoi faut-il parler de ma mère? Je ne sais pas, il y a une autre femme dans votre vie. Et paf! 10 ans d'analyse, monsieur. Vous êtes ivre. Comme quoi, passer sur le divan, ça peut aider à profiter de tout, même de l'apocalypse. Allez, cocotte! Allez, ciao, bonsoir. À la prochaine pour un nouvel épisode. Bon voilà, j'ai hâte que vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première analyse de film dans cette nouvelle série, Histoire de Contagion. Si vous avez entendu des problèmes de son, j'en suis désolé, j'ai fait de mon mieux. Nouveau décor, nouveaux emmerdes, ça sera mieux la prochaine fois. Si vous voulez savoir ce qu'est réellement le choléra, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de la chaîne Insert. Pour ma part, j'ai regardé cette vidéo après avoir tourné la mienne, histoire de ne pas dire trop de conneries. Ce qui m'a aidé à remettre ce récit dans son contexte, à en apprécier le côté décalé, et surtout à voir le lien qu'il y a avec aujourd'hui, puisque le choléra est une maladie qui existe encore à l'état pandémique, qui fait énormément de morts. Et comme c'est une maladie qui est à la fois très vénère et très simple à guérir, n'hésitez pas, ça prend un quart d'heure et ça pourra un jour vous sauver la vie, sait-on jamais.